On sait tous que c'est essentiel de se laver les dents après chaque repas, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'en fait, dans notre bouche, on a un microbiote intégral qui peut nous déterminer les maladies qu'on va avoir, jusqu'à l'endométriose par exemple. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir le gastro-entérologue Bruno Donatini. Avec lui, on va essayer de comprendre tout ce qui se passe dans notre bouche, toutes les maladies qu'on peut déterminer à travers la bouche, toutes les maladies qu'on peut éviter et comment les éviter. Mais on va également parler des selles, de l'autre extrémité. Parce qu'en fait, les selles, c'est un sujet tabou dont on parle absolument pas et qui est pourtant évidemment essentiel. Savoir simplement lire ces selles, savoir les regarder. Cet épisode, il est séparé en 2 parties parce qu'il est un peu long. Et ça, c'est donc la première partie. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Bruno, comment ça va Bonjour, très bien, merci de m'accueillir à nouveau. Je suis ravi. On a effectivement déjà enregistré un épisode ensemble sur le microbiote. Et là, on va plus spécifiquement s'intéresser à la bouche, aux extrémités, à la bouche et aux selles. Aux selles parce que j'ai réalisé que on les regarde plus, donc on ne sait plus vraiment les lire, nos selles. Mais je vais d'abord commencer par la bouche. Vous avez décidé d'écrire un livre entier sur la bouche. Pourquoi c'est si important de s'intéresser à sa bouche ? Eh bien, quand on s'intéresse au microbiote, on s'aperçoit que la bouche, c'est le 2e microbiote en diversité et en nombre par rapport au côlon. Donc, il y a cette porte qui finalement va décider de la suite, puisqu'on absorberait à peu près 20% des bactéries qui sont situées dans notre bouche chaque jour. Donc en fait, c'est un ensemencement permanent par les bactéries buccales. On s'aperçoit aussi que l'inflammation buccale est extrêmement fréquente, 30 à 50% de la population, avec des maladies parodontales, sans compter les inflammations des langues, les abcès dentaires et autres misères que subissent nos dents. Donc c'est un endroit infecté, c'est un endroit riche en diversité, et c'est un endroit qui finalement n'a pas son spécialiste, puisque le spécialiste des dents, c'est un dentiste, oui. Le spécialiste du fond de gorge, c'est un ORL, le gastro-entérologue s'intéresse peu, le stomatologue un petit peu sur l'implantation et les gencives, mais il n'y a pas de spécialiste du microbiote et de l'ensemble. Donc, en définitive, c'est délaissé. Et les publications récentes affirment désormais, avec beaucoup de preuves scientifiques, qu'au moins 50% des cancers colorectaux ont pour origine, pour cause, Fusobacterium nucleatum buccal. Donc c'est une bactérie buccale qui déclencherait au moins 50% des cancers colorectaux, sans compter les cancers du pancréas. Enfin, on sait que c'est une flore buccale qui est à l'origine du risque d'Alzheimer. Donc, c'est un point important, négligé, parce qu'un carrefour et aucun spécialiste n'a le droit d'aller finalement empiéter sur cet espace. Ah oui, c'est fou. Et je crois que vous avez entendu aussi dire que l'endométriose, on pouvait le détecter dans la bouche par l'endotest. C'est un petit test avec une analyse des ARN messagers. Ça a été mis au point par une entreprise lyonnaise et ça va être remboursé désormais. Donc c'est une montée en puissance du nombre d'acceptations du remboursement d'un test assez coûteux, mais qui est plus efficace que l'IRM ou même la célioscopie pour diagnostiquer l'endométriose. Donc c'est en effet une source de très nombreuses pathologies. On peut y rajouter la rectocolite hémorragique et probablement même le Parkinson. Donc on a ici une porte ouverte facile au diagnostic et certainement au traitement, puisqu'on peut essayer de maîtriser cette flore. Alors ça me fait me dire qu'il faut faire hyper attention à ce qu'on met dans sa bouche, parce qu'on a cette culture, en particulier pour les enfants, où on se dit ça va construire son système immunitaire. Quand on mange de la terre, on a tous mangé un peu de la terre à un moment donné dans notre vie, ou qu'on, je sais pas, peu importe ce qu'on met dans notre bouche, mais on se dit, pour les enfants en tout cas, on se dit ça va renforcer leur système immunitaire, et pour les adultes, on se dit c'est pas si grave. Mais en fait, ce que vous dites, c'est qu'il faut faire hyper attention à ce qu'on met dans sa bouche au final. Tout à fait. Et c'est le rôle des parents d'aller maîtriser leur propre flore, puisqu'ils doivent avoir une flore correcte,
pour la transmettre à leurs enfants. C'est aux parents de veiller à l'alimentation qu'ils vont donner à leurs enfants avec la diversité qui est nécessaire. Et enfin, c'est aux parents d'insister sur l'hygiène dentaire, interdentaire et éventuellement des consultations précoces auprès des dentistes afin d'éviter le tartre et les caries. Donc, c'est un point de prévention et d'éducation qui fait la différence en termes de survie et de santé publique. Et il est donc très très important de donner les grands conseils qui vont permettre de vérifier la qualité de la flore et de modifier quand il y a des dérapages. Alors c'est quoi les grands conseils justement ? Le grand conseil, ça débute relativement tôt. Donc on va dire chez l'enfant, à partir du 4e mois, c'est la diversité alimentaire. L'enfant doit accéder à des légumes, à du poisson, à des œufs. Et c'est la période où finalement on va avoir le grand enrichissement, dans un premier temps au niveau de l'intestin grêle de l'estomac et avec la sortie des dents de la flore buccale. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, les parents doivent faire attention. Un enfant doit être cajolé, caressé, massé, mais théoriquement, il ne faudrait pas trop l'embrasser parce que, en effet, on va transmettre des virus qui sont extrêmement nocifs, comme l'herpès virus, le cytomégalovirus, l'Epstein-Barr, et l'enfant va se contaminer tôt et ça va vraiment briser son système immunitaire. Donc attention aux parents qui font des herpès, qui ont des gencives qui saignent, c'est une vraie catastrophe parce que l'enfant ne devrait acquérir finalement cette flore qu'après l'adolescence ou l'adulte jeune, c'est-à-dire les premiers baisers finalement. Donc ça, c'est le deuxième grand point, et c'est un point auquel s'ajoute le fait qu'un enfant ne devrait pas dormir dans le lit des parents. Donc un enfant qui pleure, on va dans sa chambre le cajoler, mais on ne l'amène pas dans le lit parce que y a une génération de décalage. La flore des parents, c'est déjà une flore de vieux pour un nouveau-né. Bien sûr. Il y a une génération. Donc, ce n'est pas du tout la même flore. Donc, l'enfant doit être respecté, sinon, il va en subir les conséquences immunitaires avec un risque accru d'eczéma, de psoriasis et de pathologies allergiques qui y succéderont. Ça, c'est le deuxième volet. Ensuite, eh bien, on va passer au stade de l'adolescence où il faut faire attention à ce que mangent les adolescents, souvent trop sucré, trop de féculents, et à la qualité de l'hygiène dentaire. Donc, dès qu'il y a des caries, c'est que la flore est agressive. Il faut faire très attention. Donc, il faut rappeler les grands principes. Et ensuite, c'est le rôle du médecin, je dirais, après le stade adulte, de vérifier systématiquement la langue, les gencives, l'existence de caries, et avec des lampes, qui sont très simples et très peu coûteuses, des lampes, on va pouvoir éclairer la bactérie qui va, si elle synthétise des composés fluorescents, être identifiable immédiatement. Et on va dire, telle bactérie fluorescente en orange, c'est le Propionibacterium, elle est en rouge, c'est Porphyromonas. En revanche, on a un réticule bleuté fibreux, c'est plutôt un virus, donc là on n'est plus dans la bactérie bien sûr, et c'est plutôt en faveur d'un lichen. Donc, un examen de bouche succinct, rien que par l'aspect, nous donne des informations. Après, on va regarder s'il y a des saignements, bien sûr. On peut avoir des petites bandelettes qui étudient le saignement. On peut même désormais, avec des nouveaux tests, avoir une évaluation de l'inflammation. On mesure la calprotectine dans la salive et ça nous dit il y a beaucoup trop de globules blancs, donc il y a des bactéries qui traversent la muqueuse et qui vont stimuler ces globules blancs et créer finalement une maladie buccale qui va détruire le nerf et inflammer même le système nerveux central. Wow. Donc la bouche est à 10 cm du système nerveux central avec un nerf vague, un nerf trijumeau, un nerf facial qui vont bien sûr amener des informations et des commandes motrices, mais qui vont aussi emporter des informations inflammatoires et sensorielles, sensitives, au cerveau qui est à 10 cm. Donc si vous avez une zone inflammée, elle apportera de l'inflammation. Si vous avez des bactéries qui traversent, qui vont aller dans les lymphatiques, voire dans les veines, vous aurez aussi un drainage du maxillaire supérieur vers les veines faciales et cérébrales. Donc la bouche, c'est un lieu carrefour, pas assez étudié alors qu'elle est vraiment dans un endroit stratégique.
C'est fou parce qu'effectivement, on n'a pas forcément confiance. Enfin, on sait qu'il faut se laver les dents. En général, on se brosse plus ou moins les gencives. De plus en plus, j'ai l'impression qu'il y a on se nettoie entre les dents. J'ai vu aussi, alors je ne sais même pas si c'est bien ou pas de le faire, j'ai vu aussi toute une tendance du raclage de langue. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, pas une bonne idée. En général, on dit qu'il faut le faire le matin au réveil. Vous avez un avis là-dessus ? Alors, racler la langue, ça a pour objectif d'enlever des mauvaises bactéries, donc c'est pas mal. Deuxièmement, ça peut enlever une petite couche un peu graisseuse, qui serait l'équivalent du sébum, hein, comme si on se nettoyait le visage pour avoir une peau un peu plus nette. Et en effet, certaines bactéries aiment beaucoup la graisse sur la peau et sur la langue. C'est comme ça qu'on peut éliminer une bonne partie de cette bactérie, Propionibacterium acnes, en raclant la langue. Donc c'est bénéfique pour ceux qui ont ce problème de bactéries. Mais ça ne changera pas l'issue. C'est comme si vous me disiez, voilà, moi j'habite au 6e et j'ai nettoyé mon palier et aucun autre n'a nettoyé au-dessous. Ce serait un petit peu illusoire. Donc vous avez, il ne faut pas oublier que cette couche de muqueuse, qui peut être graisseuse et contenir Cutibacterium acnes, Propionibacterium, elle va descendre beaucoup plus bas et elle va descendre dans l'œsophage, l'estomac et puis le grêle. Donc vous avez 7 mètres à nettoyer plus bas. Donc c'est 7 mètres, bien sûr, un nettoyage de langue. Bien. Donc on va préserver l'ensemencement. Bien sûr, vous nettoyez la langue, ce qui était dessus ne va pas ensemencer plus bas. C'est pas mal, mais ce n'est pas suffisant, il faut faire plus. Désormais, on sait que, donc on a vu Fusobacterium, cancer de l'intestin, Porphyromonas, Alzheimer, Cutibacterium, c'est associé à l'acné, soit c'est désagréable mais ça tue personne, sauf que c'est associé désormais avec des infections des disques lombaires et cervicaux. Donc on sait que la plupart des lumbagos, des écrasements de disques, sont liés à cette petite bactérie de langue. L'arthrose aussi des mains, la spondylarthrite ankylosante. Donc moins vous aurez cette bactérie, moins vous aurez de graisse sur les muqueuses et sur la peau, moins vous aurez de graisse dans le disque, et moins vous aurez de lombalgie. Donc là, on se dit, ça devient quand même fondamental tout ça. Donc l'objectif, il va être mixte, c'est maîtriser la flore, mais aussi maîtriser les conditions de survenue de la flore. Par exemple, Fusobacterium, c'est une flore anaérobie. Vous amenez de l'oxygène, elle meurt. Cutibacterium, c'est la graisse cutanée et muqueuse. Vous baissez les sucres et les laitages, et ça baisse. On sait tous que si vous faites une orgie de sucre et de chocolat, on a souvent des boutons après. Donc on baisse la cause, on a une plus belle peau, une plus belle langue, et moins de risque de douleur articulaire. Et souvent, en naturopathie, c'est très classique, on va dire, vous arrêtez les laitages, vous aurez moins mal aux articulations. Ça explique le lien, on commence à dire, c'est peut-être qu'en baissant les laitages, on baisse cette couche graisseuse et on va baisser Cutibacterium sur la langue, etc. Et vous parliez des lumières avec lesquelles on peut éclairer sa bouche. C'est des choses qu'on peut trouver dans le marché, parce que moi, j'ai jamais un médecin qui m'a observé la bouche de cette manière. J'ai une naturopathe qui a travaillé avec vous d'ailleurs, qui m'a observé la bouche avec une lampe, exactement. On lui passe le bonjour. Oui. Mais j'ai jamais un médecin qui a fait ça. Et effectivement, c'est une petite lampe, tout ce qu'il y a de plus classique au final. Alors, en médecine, on a une tendance qui est pas critiquable. On a une première tendance qui est la nécessité d'instruments et de preuves. Désormais, vous faites un examen clinique, c'est très important. Vous écoutez la personne, c'est encore plus important. Mais vous devez avoir des preuves, donc on fait des examens biologiques, des radiologies, qui vont prouver que vous étiez dans le vrai et puis qui vont finalement témoigner de votre compétence à faire le diagnostic. Un diagnostic repose presque plus jamais uniquement sur un examen clinique, une angine éventuellement, mais ça ne va pas très loin, un signe cutané. Donc, on est sur ce qu'on appelle la médecine augmentée avec des examens. Et la médecine augmentée est en train de prendre un petit virage avec ce qu'on appelle des dispositifs qui vont augmenter la compétence visuelle avec des lumières. Ça, c'est le cas, avec un test de glycémie, avec une échographie. Donc,
tout ça, c'est en train de se développer. L'examen, donc la recherche de sang dans la salive, de calprotectine dans la salive, c'est des petites plaques. Désormais, en quelques minutes, on a le résultat. Donc, cette médecine a changé et le médecin qui avait pris l'habitude de moins examiner va devoir plus examiner, mais avec des dispositifs. Or, le médecin n'est pas encore formé à ces nouveaux dispositifs. Donc, il y a une sorte de lacune De vide. transitoire sur cette pratique. Mais c'est comme les publications, elles sont récentes sur les liens entre bactéries, cancer, Alzheimer. Eh bien, il faudra une dizaine d'années pour que ça devienne une routine d'examen et que la bouche doive être nettoyée. Donc, pour l'instant, le médecin n'a pas encore pris l'habitude de le faire. Il est en train de prendre conscience de l'importance. Il n'a pas encore eu l'enseignement sur les dispositifs, mais ces dispositifs, ils sont disponibles et très peu coûteux. Une langue de Wood, c'est 30, 50 euros, et c'est utilisé en dermatologie pour les diagnostics de psoriasis, de mycose et surtout de mélanome malin. Donc c'est l'outil de référence. Elle a été à l'origine du prix Nobel de son inventeur. Donc on a des LED bleues aussi. C'est une petite lampe de poche et on voit tout de suite un trait qui est rouge et qui dit « vous avez la mauvaise bactérie dans la bouche ». Donc c'est très simple. Donc si je veux, je peux les acheter dans le marché et Oui. m'observer moi-même. Tout à fait. Simplement, il faut que je sache les lire. Bon, c'est très facile. Hein. Vous avez une langue fluorescente orange-rosé, vous avez Cutibacterium, vous avez un petit trait rouge le long des collets dentaires avec un LED bleu, vous avez Porphyromonas. La langue ne doit pas être fissurée, il ne doit pas y avoir de grandes ulcérations, sinon c'est probablement un virus. Enfin, ça vous dit immédiatement que ça n'est pas en bonne condition. Pas la bonne voie. Voilà, tout à fait. Et alors, ce que vous disiez, c'est pour prendre soin de sa bouche, pas trop de laitage, beaucoup de légumes. Ça, c'est. Alors, on essaie. Donc, la première démarche, c'est bien sûr clinique. Interrogatoire, clinique, observation. Et donc, on va quand même assez rapidement séparer les gens en ce qu'on appelle différents entérotypes, différents terrains. Donc, vous avez des gens qui ont très peu de flore. Très peu de flore parce qu'ils ont reçu beaucoup d'antibiotiques au prix des huiles essentielles, ou alors ils ont pris beaucoup de bains de bouche, trempés trop longtemps dans les piscines. Ils ont mangé très peu diversifié, ils ont très peu de flore. Pas de carie. Bain de bouche, c'est pas bien. Pas de carie, ils n'ont pas de carie, ils ont une langue propre, ils n'ont pas de gingivite. Le problème, c'est que ils vont prendre énormément de graisse, donc surpoids, ou ils vont développer une maladie de Crohn. Parce que la maladie de Crohn, c'est une flore extrêmement restreinte, avec une bactérie unique qui fait énormément de graisse, et puis des abcès et du pus. Donc là, le risque, c'est pas d'avoir des caries et des problèmes buccaux, c'est à l'inverse d'avoir des blocages, des occlusions et des mauvaises vidanges avec beaucoup de graisse. Donc là, bien entendu, on a tout de suite le diagnostic, tout est propre, impeccable. On se dit, il faut enrichir la flore. Quand on a enrichi la flore, il y a un risque de carie. La flore est riche, mais on va se nettoyer les dents, donc on ne fait pas de carie. Mais la flore va finalement empêcher ces bactéries qui synthétisent de la graisse, qui créent de l'inflammation et des spasmes, ils vont empêcher ces bactéries d'exister en excès. Donc vous aurez un équilibre, avec un bon transit, vous serez mince, avec une flore diversifiée. Et vous aurez une immunité forte. Vous parliez de l'enfant qui doit manger de la terre, l'enfant doit manger des légumes. Le légume contient les bactéries de la terre sans bien sûr, le fumier qui va avec, les parasites, les choses indésirables, on a envie de dire. Donc, le mieux, c'est le bon légume du jardin. Donc là, il faut retrouver ça parce que, en gros, ce sont des sujets jeunes qui n'ont pas enrichi leur flore. Surpoids, Crohn, sujets jeunes en général, ça débute jeune, et ils ont une flore qui n'a jamais vu de diversité ou qui a pris des antibiotiques. Donc là, en effet, ce n'est pas le même problème que celui qui vient avec plein de caries dentaires, une langue fissurée, des gencives qui saignent. Souvent, il a des boutons. Ça a abrasé son intestin. Il a même un peu de sang dans les selles quand il fait un peu trop la fête. Et là, c'est une flore qui est fusobactérium de haut en bas. Il n'y a pas eu de protection. Normalement, il y a une protection par les selles biliaires au niveau
du foie, du duodénum, et il y a une éradication de cette mauvaise flore buccale. Donc, si la flore agressive est descendue, là, il va souffrir au niveau de son intestin grêle et de son côlon. Et là, bien sûr, vous aurez un rôle de nettoyage. Et puis, éventuellement, d'éviction des excès. Il faut éviter l'excès d'alcool, éviter les bulles, éviter le sucre. Donc, on nettoie la bouche. L'eau oxygénée, c'est important. Des microdoses d'huile essentielle. Et on met en place un régime qui sera restrictif pour lui, parce qu'il aimait faire la fête d'une certaine façon. Il faudra apprendre à faire la fête de façon différente. Ça, on ne les empêche pas d'être heureux. On les empêche de faire des bêtises. Donc vous disiez, bain de bouche, c'est pas génial au final. Les bains de bouche qu'on trouve en supermarché. Un bain de bouche classique, c'est à la chlorhexidine, que ce soit rouge ou bleu, ce sera à la chlorhexidine. Ça va tuer tout le type de flore, aussi bien aérobie qu'anaérobie. Donc vous risquez d'aboutir à un nettoyage excessif. Et de toute façon, vous ne pourrez pas avoir une routine de nettoyage à la chlorhexidine, sauf à tout tuer. Donc il est préférable d'avoir quelques nouvelles habitudes alimentaires et de nettoyer à l'oxygéné. Vous ne ciblerez que les anaérobies qui sont vraiment les ennemis uniques à cibler. Donc comme ça, je prends de l'eau oxygénée. C'est de l'eau oxygénée à 1%. On peut en trouver. Désormais, il y a... Bon, on ne va pas dire de marque, mais on va trouver en pharmacie de l'eau oxygénée à 1%. Et puis, on peut également prendre de l'eau oxygénée à 3% et la diluer soit par 2, soit par 3. D'accord. Donc, on rajoute un peu d'eau, on laisse dans la bouche 20 secondes, on crache, on brosse un petit peu, on recrache et finalement, on ne rince pas parce qu'on aura un effet de l'oxygène plus longtemps. Et souvent, on fait des bains de bouche pour la laine, en général. On peut faire des bains de bouche pour la laine. Alors là, on peut faire une petite parenthèse à laine. La laine, elle va dépendre en partie de la bouche. Vous avez des bactéries buccales qui donnent mauvaise haleine et vous avez une haleine qui dépend de votre intestin et souvent le côlon. Vous avez différents types de mauvaise haleine. Vous avez une haleine très désagréable qui a l'hydrogène sulfureux, c'est une putréfaction. Donc là, il faut baisser les protéines. Si vous avez baissé les protéines ou si vous en mangez peu, c'est que vous avez une destruction de vos gencives. Là, c'est sûr qu'il y a une maladie parodontale, il faut la soigner. L'eau oxygénée, c'est une première étape. Les microdoses d'huile essentielle, une deuxième étape. Mais le dentiste est souvent nécessaire. Et là, il faut aller bien nettoyer et faire un nettoyage parodontal. On peut utiliser des lasers ou des LED. C'est la grande mode des LED, en particulier des LED bleus ou rouges. On peut commencer avec des petits LED individuels. On achète pour 5 à 30 €, des petits LED bleus qui vont être des LED désinfectants buccaux qui blanchissent les dents. Mais on n'utilise pas le produit blanchissant. On n'utilise que des LED. Et là, vous allez vous débarrasser entre les LED, les soins parodontaux, l'eau oxygénée diluée, vous allez vous débarrasser de la mauvaise haleine. Et vous aurez finalement tué Fusobacterium, vous aurez aussi baissé le risque de cancer du côlon. Donc vous ne contentez jamais de nettoyer une bouche, vous augmentez votre espérance de vie, c'est très clair. Donc ça, c'est le premier type de mauvaise haleine, protéinée ou atteinte des muqueuses. Et on trouve les petites LED dans le marché. Oh oui. Et vous faites quoi? Vous mettez la LED dans votre... Vous avez une sorte de protège-dents, vous mordez dedans et vous avez des LED qui vont faire l'extérieur, mais si vous ouvrez un peu la bouche, ça fera aussi l'intérieur de la bouche. D'accord. Et vous allez finalement tuer les bactéries qui sont Cutibacterium et Porphyromonas. D'accord. Les lampes bleues, c'est Cutibacterium, Porphyromonas. Donc vous avez 3 effets finalement. L'eau oxygénée, les huiles essentielles à petite dose et les LED. Et quel genre d'huile essentielle, pardon? Alors moi j'aime bien un mélange qui est origan, cannelle, clou de girofle sur un champignon qui s'appelle Lethiporus. C'est des microdoses, c'est du 30e de goutte. On ne tue jamais sa flore, c'est le grand message. Si vous prenez des huiles essentielles en gouttes, que ce soit en gélule, que ce soit directement dans de l'huile, dans du miel, sur un sucre, sur ce que vous voulez, sur des comprimés neutres, vous détruirez votre flore, c'est une catastrophe. Donc c'est des microdoses d'huile essentielle et c'est sur des fibres.
Mais on les trouve aussi. C'est un mélange tout fait. Ah, d'accord. On trouve dans certaines pharmacies, dans certaines boutiques, on trouve le mélange Laetiporus, origan, cannelle, clou de girofle. C'est la clé d'un nettoyage buccal. Mais à la fin, ça devient une goutte quand même. C'est pas une goutte, c'est une petite poudre qu'on peut utiliser comme une épice. Ah, d'accord. Oui. Dans la vie, il faut une diversification. Donc on fait ses légumes et on rajoute des épices. Et là, vous l'utilisez comme une épice. Ah, d'accord. Tout simplement. Ok. Et donc vous mastiquez un peu, parce que l'objectif c'est quand même de mastiquer et de garder en bouche, puisque la saveur et l'odeur c'est en bouche. Hein. Donc on mastique un peu avant d'avaler, et ça fera un effet local et également désinfectant sous-jacent. Donc ça on a parlé de la laine, le deuxième volet à laine ça peut être du méthane. Donc si vous avez une flore méthane, vous aurez une mauvaise haleine, des gaz malodorants, et c'est souvent associé à une constipation. Donc si vous avez ça, il faut augmenter l'hydrogène et souvent on va augmenter certains petits sucres comme le lactulose. Ça va traiter à la fois la constipation et enrichir votre flore. C'est quoi le lactulose? C'est un petit sucre que l'on va obtenir en pharmacie et qui permet de changer la flore, passer d'une flore méthane à une flore hydrogène. Ça permet de diminuer certaines bactéries qui créent une perméabilité. C'est utilisé en hépatologie contre des encéphalopathies, donc des troubles de conscience chez l'alcoolique. Ça accélère le transit et ça améliore aussi les selles biliaires. Donc là, c'est un traitement très simple. Et enfin, vous avez des haleines qui sont un peu fortes, mais qui ne sont pas théoriquement désagréables, mais certains n'aiment pas. Ce sont des flores de cétose, qui vont être des flores de jeûne. Quand vous jeûnez, vous avez une haleine qui s'accroît. C'est une flore aussi qu'on trouve chez le diabétique, les cétoses du diabétique qui décompensent. C'est la laine assez forte de pomme rainette. Donc ce n'est pas désagréable, mais c'est inhabituel. Donc là, il suffit de traiter la cause. Donc vous jeûnez un petit peu moins, ou traiter le diabète. D'accord. Ok. Et quand je vous écoute, je me dis, alors si la bouche elle est si importante, il faut aussi faire attention à qui on embrasse, non? Parce qu'en fait, il se passe quelque chose quand on s'embrasse par définition. Et on se transmet ce microbiote de bouche quand on s'embrasse. Comment ça se passe? Alors c'est une bonne question, on peut l'élargir à beaucoup de choses. Vous posez en gros la question, peut-on faire une transplantation? Oui, d'une certaine manière. Certains disent la transplantation fécale, là vous me dites la transplantation orale. Oui, par la langue, tout simplement. Voilà. Et en effet, vous avez aussi des transplantations parce que vous mangez. Il y en a qui parlent de prébiotiques, de probiotiques. Moi, j'aime bien les fibres, mais tout ça, c'est en quelque sorte une transplantation, une diversification. Oui. Vous rencontrez quelqu'un, finalement, un baiser, c'est une diversification. Oui, de toute manière. Donc, encore faut-il que ce soit une bonne diversification et pas un papillomavirus, un herpès, voire plus. Donc, en effet, on a toutes les craintes. Quand vous avez une gencive qui saigne, vous avez en général un réveil des virus. Et on sait que la maladie parodontale est associée avec une réémergence des virus à 90%. Et ces virus herpès, Epstein-Barr, cytomégalovirus, les grands méchants. Vous avez un homme sur 7, une femme sur 10 qui a un papillomavirus au niveau buccal. Donc, vous exposez. Vous êtes heureux, inconscient, mais vous vous exposez. Alors, si c'est quelqu'un que vous connaissez, vous êtes déjà contaminé depuis longtemps. Oui, par définition. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, prudence. Mais vous n'allez pas demander une analyse du microbiote buccal. Donc, c'est très difficile. Vous n'aurez pas l'état de la bouche, l'état de la langue, etc. Donc, vous prenez un risque, c'est inévitable. Mais du coup, on peut pas faire grand-chose. Mais simplement, il faut peut-être faire attention. Si par exemple, la personne qu'on embrasse fume, j'imagine que fumer, ça a des impacts sur le microbiote buccal. Le tabac est le premier facteur de risque de maladie parodontale. Les particules vont inflammer la muqueuse qui inévitablement deviendra poreuse et il y aura une inflammation dessous. On sait que le tabac inflamme les bronches parce qu'elle crée une baisse d'élimination
des goudrons et des poussières, et qu'elle attire des neutrophiles. C'est la même chose dans la bouche, c'est la première cause, et donc on a une explosion des virus, des déchaussements des dents, c'est la première cause. Donc vous aurez inévitablement une flore beaucoup plus agressive dans la bouche d'un fumeur. Même si c'est comment on appelle ça? Bon, moi je fume pas, donc les vapos, je sais pas quoi, là, enfin, Alors, les trucs à l'eau. les vapos, certainement moins, mais il y a une exposition augmentée aux particules. Toute personne avec une maladie parodontale, donc exposée à beaucoup de particules au départ, qui peuvent être une cause, aura une flore plus abîmée. C'est inévitable. Une personne qui aura beaucoup de caries, qui ne prendra pas soin à son hygiène dentaire, qui aura une mauvaise haleine, qui fera beaucoup de tartre, aura inévitablement une flore amoindrie. Enfin, une flore de mauvaise qualité. Si vous voulez, on va prendre encore une fois 2 exemples opposés de la médecine classique pure et dure. Vous avez la maladie de Crohn, on en a déjà parlé, avec une flore extrêmement pauvre. Donc, vous avez une personne qui a de beaux cheveux, une belle peau, des belles dents, une bonne haleine et qui est mince. Elle a une flore très pauvre. Vous pouvez l'embrasser parce qu'il n'y a pas de flore. En revanche, elle peut être très malade, maladie de Crohn. Et vous aurez du mal à la contaminer parce qu'elle va détruire toutes les flores. Elle a une bactérie qui détruit tout. On a énormément de mal à implanter quoi que ce soit dans une maladie de Crohn. Donc ce qui va traiter un Crohn, c'est encore une fois le petit mélange origan, cannelle, clou de girofle qui va taper sur la bactérie qui a détruit tout le reste. Et là, elle deviendra susceptible d'attraper d'autres choses. Mais là, vous n'avez aucun risque. Prenons l'autre exemple inverse, la rectocolite hémorragique, avec du sang dans les selles, une destruction des muqueuses. C'est une personne qui aura souvent soit de l'acné ou du psoriasis, des chutes de cheveux, une mauvaise haleine, des dents dans un état pas possible, qui pourra avoir fumé ou qui consommera de toute façon trop d'alcool. Et là, vous dites, là, vous l'embrassez, vous aurez beaucoup de virus. C'est inévitable. Donc, je dirais, la première conscience, parce qu'il ne faut pas être paranoïaque et se dire, je fais rien. J'arrête d'embrasser qui que ce soit. Oui, il faut au moins embrasser la personne que vous aimez. C'est ça. C'est savoir quelle est votre flore et votre fragilité. Ensuite, comme je vous ai dit, il faut une flore riche, mais prendre soin de nettoyer. Déjà, vous n'êtes pas contagieux vous-même. Et vous êtes à l'abri puisque vous nettoierez. Si vous n'avez pas de perméabilité, de mauvaises bactéries comme Fusobacterium, vous ne serez pas propice à déclencher un herpès, même si vous venez d'embrasser quelqu'un qui a un herpès. Si vous avez en plus stimulé votre immunité, pris de la vitamine D, vous ne serez pas exposé. Donc vous pourrez l'embrasser. Et ensuite, vous la connaîtrez mieux. Et puis, vous pourrez dire, tu as une mauvaise flore, tu devrais faire ceci, ça, gentiment. C'est une conversation qu'on n'a jamais. On n'a jamais. Mais enfin, je dirais, avec la complicité, on est au courant de beaucoup de choses, y compris de l'hygiène buccale. Bien sûr, bien sûr. On sait qu'il ne faut pas partager les brosses à dents, mais on sait si quelqu'un a une maladie parodontale, parce qu'on sait si elle va chez le dentiste, ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas, si elle mange bien, si elle fume. Enfin, on connaît les petits travers, c'est la vraie vie. Et donc après, on est exposé, qu'importe, mais on prend soin de soi. Ok, très clair. Le brossage de dents, pour les gens qui font du jeûne intermittent, est-ce que c'est important de se laver les dents le matin, puisque vous n'avez rien mangé dans l'absolu? En général, c'est bien de se nettoyer les dents le matin, puisque en étant allongé, il y a souvent des petits reflux. On peut avoir des écoulements qui viennent du nez, qui sont descendus. C'est pas bien propre en général. On sent bien que la muqueuse est couverte, que les dents sont couvertes. C'est bien de nettoyer, même si on n'a pas mangé le matin. On nettoie, c'est propre. Ensuite, on jeûne et ensuite on renettoie après avoir mangé. Bien sûr, d'accord. Okay. Tout simplement. Et pendant qu'on préparait, je prenais des cours de cuisine. J'avais plein de questions de manière très basique sur
cette machine qui permet de frire sans mettre beaucoup d'huile, qu'on appelle ça, du coup j'ai plus le nom, fry cooker, ou je sais plus quel est le nom. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de machine? Est-ce que ça a un impact sur le microbiote? Comment ça se passe pour la santé gastro-entéreinale? Donc le principe de l'alimentation, c'est une diversification avec des fibres qui vont contenir le plus souvent des bactéries, on appelle ça des endobiotes. Donc le légume est plus important que le fruit, et l'objectif ce n'est pas de trop cuire, parce que si vous cuisez trop, vous tuez tout. Donc on va essayer d'être doux. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on sait bien que cuire de l'huile, ce n'est pas bon, même si c'est en petite quantité. Quelle que soit l'huile. Quelle que soit l'huile. Donc on évite les fritures. Donc ça, c'est un des grands principes. L'idéal, c'est de cuire sans frire et de rajouter de la bonne huile non oxydée ensuite, riche en oméga 3. Désormais, je dirais, les thérapeutes et les médecins ne donnent plus d'oméga 3 ou ne devraient plus donner d'oméga 3 en gélule, puisqu'il a été montré que ça donnait des troubles du rythme et des accidents vasculaires. C'est trop élevé. Donc on ne rajoute que de l'huile alimentaire dans ces plats et on en profite, je dirais, après la cuisson du légume, de rajouter la quantité d'huile qui nous est nécessaire pour avoir une bonne antioxydation. Et donc, la cuisson, soit c'est une cuisson vapeur avec des légumes peu sucrés, que l'on digère bien, soit c'est une cuisson avec blanchiment, c'est-à-dire on met de l'eau et on jette la première eau, on finit la cuisson ou pas, si on veut les manger al dente, et donc là, c'est la cuisson idéale. Après, on peut, pour le poisson, faire au four, en papillote. Pour la viande, on peut faire frit, mais avec très peu d'huile, ou sur une plaque en pierre, tout simplement. Comme ça, on ne rajoute pas d'huile avec la viande. Donc l'huile, c'est réservé aux légumes. Et on ne va pas faire beaucoup de frites. Et pas cuite, si possible. Et ce que vous me disiez, c'est que l'idéal, c'est de cuire dans un wok. L'idéal, ça peut être cuire dans un wok, en effet. C'est l'approche asiatique. Hein. On met ses légumes, ses champignons, éventuellement des crustacés, et puis on va ajouter de l'eau, faire chauffer, jeter la première eau. Ensuite, on va épicer et finaliser son plat et finir sa cuisson au feu vif. Ok. Important de le savoir. Des questions basiques de la vie quotidienne. Voilà. On a les épices, on a les fibres, on a la diversité. Les épices, ça contient beaucoup de polyphénols en général, beaucoup de composants désinfectants, et ce sont des microdoses qui suffisent. Quelles que soient les épices. Quelles que soient les épices. Soit on est à côté de la plaque, il faut des grosses doses, et là on détruit tout. Soit on fait un assemblage de petites quantités, c'est une approche ayurvédique, et là on a un équilibre. Donc premièrement, est-on en équilibre au départ ? Doit-on conserver ou doit-on traiter? Si on est en équilibre, petite dose, sur du long terme, avec beaucoup de légumes. Et alors donc, si je reviens, pardon, j'y vais lentement, plus lentement que vous en tout cas, mais pour connaître l'état de ma santé bucco-dentale, ou en tout cas de mon microbiote buccal, je peux utiliser des LED pour éclairer, pour me rendre compte de ce qui se passe. Si je peux pas aller voir, parce que comme vous disiez, les médecins sont pas très au courant. Du coup, on peut faire soi-même, en effet. Donc on regarde sa langue, on se tire la langue devant le miroir. On a la lumière. L'idéal, c'est d'avoir une pièce un peu noire. Donc en effet, les toilettes, c'est bien. Et sans on lumière. Va tirer la langue, sans lumière. On va avoir une lampe qui va être bleue, et on va regarder le pourtour des dents. On va avoir une lampe qui s'appelle lampe de Wood, c'est les UV noirs. Et là, on va voir apparaître la couverture de la langue, soit orangée, soit très rouge. Si c'est orangé ou très rouge, vous avez une mauvaise bactérie. Normalement, c'est à peine rosé. D'accord. Si vous avez des ulcérations ou des fissures, il y a une inflammation ou un virus. C'est même encore plus sévère. D'accord. Et si on saigne des gencives, vous disiez que... Ça, c'est une maladie parodontale. Première étape, on va essayer de traiter la cause, donc le tabac, le reflux, l'excès d'alcool, certains médicaments. Et puis, on va prendre de l'eau oxygénée diluée. C'est très important. Première étape. Et ensuite, consultation chez le dentiste. Oxygéné, de toute façon, ce que vous disiez, c'est que ça doit être quasiment quotidien au final. C'est quotidien au départ, le temps que ça ne saigne plus, et ensuite 1 jour sur 2, 1 jour sur 3 pour entretenir. Et ensuite, donc, pour entretenir, on peut donc
prendre l'oxygéné à 1%, 1%. Où on la coupe avec des microdoses D'huile d'huile essentielle. essentielle. Et on peut aussi prendre ce que vous disiez, des appareils avec des petits appareils avec des LED. LED bleus. Et c'est destiné au blanchiment, mais ça désinfecte beaucoup 2 grands types de bactéries, Porphyromonas et Cutibacterium acnes. Donc c'est très simple de se prendre en charge finalement. Ok. Et on se brosse les dents évidemment après les repas. C'est assez classiquement. Ou le matin quand on jeûne. C'est ça. Après, on peut aller consulter pour une analyse un peu globale du microbiote pour savoir si c'est un problème de fond qui nécessite un traitement un peu plus important qu'un problème local. Voici la fin de la première partie. J'espère que vous avez apprécié son écoute. Je vous donne rendez-vous dans une deuxième partie qui est un autre épisode. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.